Permis et carte grise. Ce véhicule est signalé volé. Volé? Agent, c'est ma voiture, il doit y avoir une Sortez erreur. maintenant. Je ne le répéterai pas. Je prends mon portefeuille lentement, je m'appelle Maya Johnson, vérifiez l'immatriculation au fichier fédéral. Vous n'allez pas croire ce que ce policier fait pendant les 43 secondes qui suivent. Il est assis dans sa voiture de patrouille, moteur en marche, à fixer l'escalade qu'il vient d'arrêter. La conductrice a déjà baissé sa vitre, les deux mains sur le volant, bien visible. Elle fait tout correctement, mais lui ne bouge pas. Il reste simplement là, assis, à la regarder. Qu'est-ce qui lui passe par la tête à cet instant? Est-ce qu'il est nerveux? Est-ce qu'il vérifie quelque chose? Ou a-t-il déjà décidé quel genre de personne conduit une voiture comme celle-là dans ce quartier? Et il prend juste un moment pour se préparer à ce qu'il croit être sur le point d'arriver. 43 secondes, c'est long pour rester assis à observer quelqu'un avant même de sortir de sa voiture. Suffisamment long pour faire beaucoup de suppositions. Suffisamment long pour se convaincre qu'on sait déjà à qui on a affaire. Voici ce qu'il ignore. La femme, dans cette escalade, a envoyé plus de criminels en prison qu'il n'en a arrêté dans toute sa carrière. C'est une procureure fédérale, et elle est sur le point de devenir la plus grosse erreur de toute sa vie. L'horodatage indique 19h42, un mardi soir. L'escalade est noire, vitres teintées, jantes modifiées, qui ont probablement coûté 3000 $. Il roulait exactement à la vitesse limite, mettait ses clignotants, restait dans sa voie, ne faisait absolument rien qui aurait pu justifier un contrôle. Mais les gyrophares se sont quand même allumés, et nous voilà maintenant sur le parking d'une station-service où au moins 6 personnes sont sur le point de sortir leur téléphone pour filmer ce qui va se passer ensuite. Le policier finit par sortir de sa voiture. Il était blanc, a l'air d'avoir une quarantaine d'années, et il se déplace avec ce genre particulier d'assurance qui vient du fait d'avoir fait quelque chose tellement de fois qu'on n'a même plus besoin d'y penser. Sa main droite flotte déjà près de son arme avant même qu'il ait fait 3 pas. Vieille habitude, peut-être. Ou peut-être autre chose. Il arrive à la fenêtre et se penche. C'est là que tout commence à partir de travers. La femme au volant s'appelle Maya Johnson, 38 ans. Elle détruit la vie des gens au tribunal et dort très bien la nuit parce que les gens qu'elle détruit le méritent. Des chefs de gang, des politiciens corrompus, des policiers pourris. C'est une procureure adjointe des États-Unis à Chicago et son taux de condamnation est de 94%. Quand les avocats de la défense voient son nom sur un dossier, ils essaient de convaincre leurs clients d'accepter un accord de plaidoyer parce que aller au procès contre Maya Johnson, c'est comme arriver à une fusillade avec un couteau. Elle n'est pas née dans ce monde-là. Elle s'est hissée jusque-là à la force des ongles depuis Englewood, qui, si vous ne connaissez pas Chicago, est le genre d'endroit où l'on apprend à dormir malgré les coups de feu avant même d'avoir 7 ans. Son père a été tué quand elle avait 11 ans. Un braquage qui a mal tourné dans une épicerie de quartier. Après ça, il n'y avait plus que Maya et sa mère. Et sa mère s'est tuée au travail comme aide-soignante pour que Maya ait une chance d'avoir quelque chose de meilleur. Maya a saisi cette chance et a couru avec. Bourse complète à l'Université de Chicago, Northwestern Law School, stage auprès d'un juge fédéral, puis entrée au bureau du procureur des États-Unis, où elle a passé 11 ans à faire enfermer les mauvaises personnes. Mais voici ce qui compte au sujet de Maya dans cette histoire. Elle a été contrôlée 6 fois au cours des 8 dernières années, à chaque fois dans une belle voiture, à chaque fois par un policier qui semblait surpris quand il passait son permis et voyait apparaître « Assistant US Attorney » sur son écran. À chaque fois, ça se terminait par une variante de « Désolé madame, vous pouvez partir ». Elle n'a jamais déposé plainte, jamais fait d'histoire. Elle a juste accepté les excuses et est repartie, parce qu'à quoi bon? Sa parole contre la leur, et même les procureurs fédéraux ne gagnent pas ce genre de combat. Mais cette fois, c'est différent. Cette fois, elle est fatiguée. Fatiguée jusqu'aux os. Elle travaille depuis 7 heures du matin à préparer un procès. Elle a mal aux pieds, mal à la tête. Elle veut juste rentrer chez elle, enlever ses talons et oublier le droit pendant quelques heures. À la place, elle est assise sur le parking d'une station-service
à regarder un policier s'approcher de sa voiture comme si elle était armée et dangereuse. Elle sait déjà comment ça va se passer. Elle l'a déjà vu, 6 fois déjà. Mais quelque chose dans la manière dont ce policier bouge, dans la façon dont sa main revient sans cesse vers son arme, lui dit que cette fois pourrait être différente. La vitre est déjà baissée, les 2 mains sur le volant. Elle ne lui donne aucune excuse pour faire monter la tension. Le policier arrive à sa fenêtre. Permis et carte grise. Sa voix est plate. Ni polie, ni impolie, juste plate. Comme s'il s'ennuyait déjà de cette interaction avant même qu'elle ait réellement commencé. Maya garde une voix calme. « Pouvez-vous me dire pourquoi vous m'avez arrêté, officier ?» Il ne répond pas à la question. « Permis et carte grise, maintenant. » Maya tend lentement la main vers son sac à main posé sur le siège passager. « Je vais prendre mon portefeuille. Il est dans mon sac. » La main du policier va vers son arme. Il la touche réellement. Maya se fige. Sa main est à 15 cm de son sac et ce policier a la main sur son arme, comme si elle allait sortir un fusil d'assaut au lieu de son permis de conduire. Sortez du véhicule. La formation juridique de Maya hurle en elle à cet instant. C'est illégal. Il n'a formulé aucun soupçon raisonnable. Il n'a expliqué aucun fondement au contrôle. Mais elle sait aussi qu'avoir raison sur le droit ne vous protège pas de mourir. « Officier, je faisais juste ce que vous m'avez demandé. Je prenais ma pièce d'identité. » Sa voix se durcit. « Sortez, tout de suite. » Maya ouvre la portière lentement, sort avec les mains bien visibles. Elle porte un tailleur, gris anthracite, ajusté, coûteux. Elle ressemble exactement à ce qu'elle est, une femme professionnelle qui rentre du travail. Cela n'a aucune importance. Le policier lui attrape le bras et la fait pivoter vers la voiture. Les mains sur le capot. L'esprit de Maya va vite maintenant, passe en revue la jurisprudence, pense à toutes les vidéos de dashcam qu'elle a examinées dans des dossiers d'usage excessif de la force, à tous les contrôles routiers qui ont mal tourné parce que quelqu'un a bougé trop vite ou pas assez vite. Quelle est la raison de ce contrôle ? Vous ne m'avez toujours pas dit pourquoi vous m'avez arrêté. Ce véhicule est ressorti comme volé. Main sur le capot avant que je ne vous y mette moi-même. Volé ? Le mot frappe Maya comme de l'eau glacée. Sa voiture n'est pas volée. Elle l'a achetée il y a 2 ans. Payé comptant. Le titre est dans son coffre-fort à la maison. C'est soit une erreur, soit quelque chose de pire. Et au vu des 6 autres fois où elle a été arrêtée, elle mise sur quelque chose de pire. Officier, il y a un malentendu. Cette voiture est immatriculée à mon nom. Si vous vérifiez la carte grise dans la boîte à gants, vous verrez mon nom, Maya Johnson, à mon adresse actuelle. Le policier ne l'écoute pas. Ou bien il l'écoute, mais il a déjà décidé qu'elle mentait. Ne touchez à rien. Maya garde les mains visibles sur le capot. Je ne touche à rien. Je vous dis juste où est la carte grise. Elle est dans la boîte à gants. Mon nom est dessus. Le VIN correspondra. Retournez-vous, les mains derrière le dos. Maya prend une décision en une fraction de seconde. Elle pourrait continuer à argumenter. Elle pourrait refuser de se retourner tant qu'il n'explique pas ce qu'il fait. Elle pourrait exiger un superviseur. Mais elle a poursuivi assez d'affaires pour savoir que résister, même légalement, peut vous faire blesser ou tuer. Alors elle obtempère, se retourne, met les mains derrière le dos, mais elle va s'assurer que ce policier comprenne exactement ce qu'il est en train de faire. Officier, avant que vous fassiez quelque chose que vous ne pourrez pas effacer, vous devez m'écouter. Je suis l'assistant US Attorney Maya Johnson. Je travaille pour le gouvernement fédéral. Cette voiture est à moi. Elle n'est pas volée. Si vous vérifiez le VIN avec la carte grise, vous verrez que je dis la vérité. La plupart des policiers, quand on leur dit qu'ils viennent d'arrêter une procureure fédérale, feraient une pause, vérifieraient, réaliseraient qu'ils sont peut-être en train de faire une erreur. Ce policier ne marque aucune pause. Gardez ça pour vous, je les ai toutes entendues. Les menottes sortent, le métal claque autour de ses poignets. Froid, serré, trop serré. Suffisamment pour lui entailler la peau d'une façon dont elle sait déjà que ça laissera des marques. C'est trop serré. Le policier ne répond pas. Il la conduit simplement vers sa voiture de patrouille. À présent, les gens regardent. Une femme qui faisait le plein
a son téléphone sorti et filme. Un homme qui sort de la station s'arrête et fixe la scène. Maya sent leur regard sur elle, et c'est humiliant d'une manière qu'elle n'avait pas ressentie depuis qu'elle était enfant. À l'époque où les gens regardaient Lamé, sa mère et elle et faisaient des suppositions sur qui elles étaient et sur ce qu'elles méritaient. Le policier ouvre la portière arrière de sa voiture et la guide à l'intérieur. Elle s'assoit, les mains menottées derrière le dos, et la porte claque. Par la vitre, elle peut voir des gens parler, montrer du doigt, enregistrer. Elle se demande ce qu'ils pensent voir. Pensent-ils qu'elle a réellement volé cette voiture? Partent-ils du principe que le policier doit avoir une bonne raison? Ou certains d'entre eux savent-ils, rien qu'en regardant son visage à elle et le sien à lui, exactement ce qui est en train de se passer? Le policier remonte à l'avant et prend sa radio. Maya l'entend parler au dispatch, mais ne distingue pas les mots. Elle reste là, les poignets douloureux, le cœur battant, et pense à ce qui vient ensuite. Voici ce qu'elle sait. Elle ne sera inculpée de rien parce qu'elle n'a rien fait. À un moment ou à un autre, quelqu'un va faire passer correctement son permis, voir qui elle est, et ce policier va devoir la laisser partir. La question, c'est combien de temps durera ce « à un moment ou à un autre » et jusqu'où les choses vont empirer avant de s'améliorer. Elle sait aussi quelque chose que le policier ne sait pas encore. Elle ne va pas laisser passer ça comme les 6 autres fois. Elle en a assez d'être polie, assez d'accepter les excuses, assez de faire semblant que se faire arrêter 6 fois en 8 ans sans raison, ce n'est que de la malchance. Cette fois, il y aura des conséquences. Le policier est encore à l'avant. Cela fait maintenant 3 minutes qu'il y est. Maya peut le voir taper sur son ordinateur. Elle se demande s'il fait passer son permis, s'il vérifie le VIN, s'il appelle des renforts, ou s'il essaie simplement de comprendre quoi faire d'une femme qui dit être procureur fédéral, mais qu'il a déjà décidé être une menteuse. 4 minutes passent, puis 5. Ensuite, elle voit sa posture changer, ses épaules se tendre. Il se penche plus près de l'écran, reste ainsi un long moment. Puis il se retourne et la regarde. À travers la grille qui sépare l'avant de l'arrière, leurs regards se croisent. Elle le voit comprendre. C'est subtil, mais elle le voit. La façon dont son visage change, dont sa mâchoire se crispe. Il vient juste de découvrir qui elle est, et il sait qu'il est foutu. Il sort de la voiture, fait le tour jusqu'à la portière arrière et l'ouvre. Madame Johnson, sa voix est différente maintenant, plus basse, presque prudente. Il y a eu une erreur. Maya le regarde sans rien dire. Elle attend simplement. Elle veut entendre comment il va expliquer cela, quelle excuse il va offrir. La plaque est ressortie incorrectement. Je m'excuse pour la confusion. Vous pouvez partir. Il tend la main vers les menottes. Maya se dégage. Ne me touchez pas. Je veux votre nom, votre numéro de Myokoshwose, IA, Inc., e-badge et les coordonnées de votre supérieur avant que vous retiriez ces menottes. Le policier hésite. Madame, je comprends que vous soyez contrariée, mais ce n'était qu'une erreur du système informatique. La voix de Maya est calme, trop calme. Ce genre de calme qui arrive juste avant que le monde de quelqu'un s'écroule. Numéro de badge, maintenant, il le donne. Badge numéro 4721, nom Kevin Barrett, supérieur, sergent Michael Torres. Maya mémorise tout. Barrett retire les menottes. Les poignets de Maya sont rouges, marqués là où le métal s'est enfoncé. Elle sort immédiatement son téléphone et prend des photos. Puis elle prend des photos du badge de Barrett, puis du numéro de sa voiture de patrouille. Barrett la regarde tout documenté et on peut voir sur son visage qu'il commence à comprendre que ce n'est pas terminé. « Vous avez saisi la mauvaise plaque ?» La voix de Maya est toujours calme, toujours maîtrisée. « Oui, madame. J'ai inversé 2 chiffres en la saisissant. La plaque qui ressortait comme volée n'était pas la vôtre. C'était une erreur honnête. » Maya le regarde un long moment. « Donc vous m'avez arrêté à partir d'une erreur que vous avez vous-même commise. Ensuite, vous m'avez arrêté sans vérifier un seul fait, sans contrôler ma carte grise, sans demander ma pièce d'identité. Vous avez simplement décidé que cette voiture était volée et que j'étais une criminelle. Je m'excuse pour l'erreur. Ce genre de choses arrive parfois.
Maya fait un pas vers lui. Elle mesure 1,68 m avec des talons. Lui doit faire environ 1,88 m, mais à cet instant, c'est elle qui a le pouvoir. Et ils le savent tous les deux. Laissez-moi vous dire ce qui va se passer ensuite, officier Barrett. Je vais déposer une plainte officielle. Ensuite, je vais appeler quelques amis au FBI et leur suggérer de regarder vos schémas de contrôle routier. Puis, je vais probablement vous poursuivre, vous et votre département. Et quelque part au milieu de tout ça, vous allez souhaiter avoir pris 30 secondes pour vérifier à qui appartenait cette voiture avant de me passer les menottes. Elle remonte dans son escalade et s'en va. Barrett reste planté sur ce parking à la regarder partir. Et il est assez intelligent pour savoir que sa vie vient de changer. Il ne sait simplement pas encore à quel point. Maya ne rentre pas chez elle. Elle va directement au bureau local du FBI sur West Roosevelt Road. Il est 20h30 quand elle arrive, mais les bâtiments fédéraux ne ferment pas et elle connaît des gens qui travaillent tard. Elle trouve l'agent spécial Marcus Chen dans son bureau. Ils ont déjà travaillé ensemble sur des affaires de trafic de stupéfiants, de conspiration, de corruption publique. C'est quelqu'un de bien, et surtout, il lui doit une faveur depuis une affaire l'année précédente où son témoignage avait sauvé son enquête. « Maya, qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle ne perd pas de temps en banalité. « J'ai besoin de déposer une plainte officielle à propos d'un contrôle routier, et j'ai besoin que tu regardes quelque chose pour moi. » Elle lui raconte ce qui s'est passé, lui montre les photos de ses poignets, lui donne le numéro de badge de Barrett. Chen l'écoute sans l'interrompre. Quand elle a fini, il se renverse dans son fauteuil et secoue la tête. « Tu veux que j'ouvre une enquête sur les schémas de contrôle de ce type ? Je veux que tu récupères ces données sur les 5 dernières années. Chaque contrôle, chaque fouille, chaque arrestation. Je veux savoir si je suis la première personne à qui il a fait ça ou la 100e. » Chen la regarde un instant. « Et si je trouve un schéma ?» La voix de Maya ne tremble pas. Alors on le détruit. Chen ouvre son ordinateur et commence à taper. En 20 minutes, il a accès à la base de données du Chicago PD via les canaux fédéraux. En moins d'1 heure, il lance une analyse sur les contrôles de Barrett. Ce qu'il trouve le fait siffler entre ses dents. « Maya, tu dois voir ça. » Elle contourne le bureau pour regarder l'écran. Barrett a effectué 2347 contrôles routiers en 16 ans. 1923 d'entre eux concernaient des automobilistes français noirs, soit 82%, dans une ville qui est noire à 30%. Les chiffres les fixent depuis l'écran, indéniables et accablants. Mais Chen continue à creuser. Il ouvre un autre ensemble de données. Il a déclaré 47 fois qu'un véhicule était volé. Regarde ça. Il fait correspondre les numéros V, IN sur les 47 contrôles. 44 reviennent comme non volés. Barrett s'est trompé 44 fois sur 47. Maya sent quelque chose de froid se poser dans sa poitrine. Qui étaient les conducteurs dans ces 44 contrôles ? Chen vérifie. Son visage change. 43 étaient français, noirs. 1 était hispanique. Maya fixe l'écran. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas un mauvais contrôle isolé, c'était un schéma. Barrett faisait cela depuis des années, utilisant « véhicules volés » comme prétexte pour arrêter des conducteurs français noirs, et personne ne l'avait remarqué parce que personne ne regardait les données. « Sors-moi son historique de plaintes », Chen le fait. 13 plaintes en 16 ans. 11 venant d'automobilistes français noirs, toutes classées, sans fondement, par les affaires internes, chaque dossier rejeté sans enquête sérieuse. Maya regarde l'écran pendant un long moment, puis elle prend une décision. Je veux que la division des droits civiques du DOJ voie ça. Tout, ce soir. Chen acquiesce. Il comprend ce qu'elle demande. Il ne s'agit plus seulement d'un contrôle routier, il s'agit d'exposer un schéma qui se cachait à la vue de tous depuis 16 ans. Je passe l'appel. À minuit, des procureurs fédéraux de la division des droits civiques examinent les données de Barrett. Au matin, ils ouvrent une enquête complète, pas seulement sur Barrett, sur tout son district. Parce que si un officier peut avoir des chiffres aussi tordus sans que personne ne le remarque, qu'est-ce que cela dit de la supervision ? Qu'est-ce que cela dit du système ?
L'affaire sort dans les médias 2 jours plus tard. Une procureure fédérale arrêtée lors d'un contrôle routier dénonce un profilage racial. Les images de la dashcam l'accompagnent et, dès que les gens les voient, elles se propagent comme une traînée de poudre. La vidéo montre tout. Barrett qui s'approche avec la main sur son arme. Maya qui obéit à chaque ordre. Maya qui s'identifie clairement comme procureur fédéral. Barrett qui l'arrête quand même sans vérifier un seul fait. Les 13 minutes qu'elle passe à l'arrière de la voiture, pendant qu'il comprend qu'il vient de commettre la plus grosse erreur de sa carrière. La vidéo est vue 8 millions de fois le premier jour, 15 millions avant la fin de la semaine. La réaction est immédiate et féroce. Le bureau du procureur des États-Unis publie un communiqué condamnant le contrôle. L'Association des agents du FBI appelle à une enquête complète. Des groupes de défense des droits civiques organisent des manifestations devant le siège du Chicago PD. Les équipes de télé locales campent devant le commissariat. Les médias nationaux reprennent l'affaire. Tout le monde veut savoir comment une procureure fédérale a pu être arrêtée pour avoir conduit sa propre voiture. Mais Maya ne prête attention à rien de tout cela. Elle est occupée à travailler avec les avocats du DOJ qui montent le dossier contre Barrett. Parce que voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas au sujet des enquêtes fédérales. Elles sont lentes, elles sont minutieuses, et quand elles sont bien faites, elles sont dévastatrices. Le DOJ ne veut pas seulement Barrett, il veut tous ceux qui lui ressemblent, et il est prêt à prendre le temps nécessaire pour bien faire les choses. Pendant 9 mois, les enquêteurs fédéraux passent les données au peigne fin. Ils analysent 8400 contrôles routiers du district de Barrett sur 3 ans. Ils examinent les taux de fouille, les taux d'arrestation, les raisons invoquées pour les contrôles, les résultats de ces contrôles. Ils interrogent des automobilistes qui ont été arrêtés. Ils regardent des images de bodycam. Ils construisent l'affaire brique par brique. Leurs conclusions sont publiées dans un rapport de 247 pages qui fait la une nationale. Les automobilistes français noirs dans le district de Barrett sont arrêtés 4,1 fois plus souvent que les automobilistes blancs. Ils sont fouillés 5,3 fois plus souvent. Mais voici la partie qui prouve qu'il ne s'agit ni de criminalité ni de sécurité. Le taux de découverte de contrebande n'est que de 9% chez les automobilistes français noirs contre 31% chez les automobilistes blancs. Cela signifie que les policiers fouillent des conducteurs français noirs sur la base d'intuitions qui se révèlent fausses 91% du temps, tandis que leurs fouilles de conducteurs blancs découvrent des preuves 31% du temps. S'ils arrêtaient réellement des gens sur la base d'un soupçon légitime d'activité criminelle, ces chiffres seraient inversés. Ces écarts ne peuvent pas s'expliquer par les taux de criminalité, ne peuvent pas s'expliquer par la démographie des quartiers. Ils ne peuvent s'expliquer que par une seule chose, le profilage racial. Kevin Barrett est licencié 11 semaines après avoir arrêté Maya. Sa lettre de licenciement cite un schéma de profilage racial, la falsification du fondement des contrôles routiers, la détention illégale et une conduite indigne d'un officier. Il fait appel via son syndicat. Le département montre les images de la dashcam à l'audience d'appel, montre les données de ses contrôles, montre les courriels qu'ils ont trouvés où il plaisantait sur son talent pour repérer les véhicules volés. L'appel était rejeté en 11 minutes. Mais le DOJ n'en a pas terminé. Ils ont trouvé des éléments montrant que Barrett a sciemment, volontairement, à répétition, violé les droits constitutionnels des automobilistes sur la base de leur race. Ce n'est pas seulement un motif de licenciement, c'est un crime fédéral. United States versus Kevin Barrett. 3 chefs de privation de droit sous couvert de l'autorité de la loi. Peine maximale, 10 ans par chef. Le procès dure 8 jours. Maya témoigne le 4e jour. Elle entre dans cette salle d'audience en portant le même tailleur que celui qu'elle portait le soir où Barrett l'a arrêtée. Elle s'assoit à la barre, regarde Barrett droit dans les yeux. Puis elle sort une liste. « Moltot, votre honneur, j'aimerais verser ceci au dossier. C'est une liste de 43 personnes. L'officier Barrett les a arrêtés en prétendant que leur véhicule était de volé. Dans 43 cas,
les véhicules n'étaient pas volés. L'officier Barrett avait tort à chaque fois. Et dans 43 cas, le conducteur était français noir. Elle lit les noms, les 43. Cela prend 6 minutes. La salle d'audience est silencieuse. Je suis ici parce que j'ai le pouvoir d'être ici. Je suis procureur fédéral. Je sais comment déposer des plaintes. Je sais qui appeler au FBI. J'ai des collègues au DOJ qui ont ouvert une enquête en quelques heures. Mais ces 43 personnes n'avaient pas ce pouvoir. Elles ont été arrêtées. Elles ont été fouillées. Certaines ont été arrêtées au sens pénal. Elles ont été humiliées devant leurs familles, leurs voisins, des inconnus avec des caméras. Et elles sont rentrées chez elles en se disant « C'est comme ça, c'est juste ce qui arrive quand on est français noir et qu'on conduit une belle voiture. » Elles regardent Barrett. « Je suis ici pour eux, parce que cela ne parle pas de moi. Cela parle d'un système qui vous a laissé faire cela pendant 16 ans, pendant que tout le monde regardait ailleurs. » L'accusation fait venir un statisticien qui explique au jury ce que signifient les chiffres. Que le schéma de contrôle de Barrett est tellement en dehors de la norme que la probabilité que cela soit le fruit du hasard est pratiquement nulle. Qu'il serait plus probable de gagner 2 fois au loto que de produire accidentellement de tels chiffres sans ciblage racial délibéré. La défense essaie d'argumenter que Barrett ne faisait que son travail, que les zones à forte criminalité exigent une police agressive, que les contrôles pour véhicules volés étaient des erreurs honnêtes. L'accusation détruit cet argument en montrant que les faux contrôles pour véhicules volés de Barrett n'étaient pas concentrés dans les zones à forte criminalité. Ils étaient concentrés partout où ils trouvaient des Français noirs conduisant de belles voitures. Les emails ont scellé son sort. Des messages adressés à d'autres officiers où il se vantait de son don pour repérer les véhicules volés. Où il parlait de savoir quoi regarder. Belle voiture, mauvais conducteur, tu connais la routine. Le jury le déclare coupable sur les 3 chefs. Le juge le condamne à 18 mois de prison fédérale. Lors de l'audience de condamnation, le juge dit quelque chose qui se retrouve dans tous les reportages sur l'affaire. « Officier Barrett, votre travail était de faire appliquer la loi. Pas de décider qui a l'air d'avoir sa place dans quelle voiture. Pas d'utiliser votre badge comme permission de harceler des gens en fonction de la couleur de leur peau. Vous avez trahi la confiance que le public avait placée en vous. Vous avez violé les droits constitutionnels de dizaines de personnes et vous l'avez fait pendant 16 ans, pendant que votre département regardait ailleurs. 18 mois, c'est la peine. J'espère que vous utiliserez ce temps pour réfléchir au mal que vous avez causé. » Barrett entre en prison fédérale en mars. Il y est encore aujourd'hui, en train de purger sa peine. Le recours civil de Maya contre la ville de Chicago se règle pendant que Barrett attend sa condamnation. La ville ne veut pas de procès, ne veut pas de nouveaux titres, ne veut pas voir Maya à la barre devant un jury expliquer ce que cela fait d'être menotté devant des inconnus pour avoir conduit sa propre voiture. Ils offrent 1,4 million de dollars. L'accord impose également à la ville de mettre en place des réformes. Formation obligatoire sur les biais pour tous les officiers, système d'alerte précoce pour signaler les officiers ayant des schémas de contrôle problématique, supervision citoyenne des données de contrôle routier, audit trimestriel, recherchant des écarts raciaux, examen indépendant de tous les incidents impliquant un usage de la force. Ce n'est pas tout ce que Maya voulait, mais c'est quelque chose. Maya prend le chèque de règlement et commence immédiatement à écrire d'autres chèques. 600 000 dollars répartis entre 5 organisations d'aide juridique qui offrent une représentation gratuite dans des affaires de droit civique. 200 000 dollars pour un fonds de bourse destiné aux étudiants noirs français qui veulent entrer en faculté de droit. 100 000 dollars pour sa mère. La toute première chose qu'elle fait est d'acheter une maison à sa mère, pas à Englewood, quelque part de sûr, quelque part de calme, quelque part où sa mère peut enfin se reposer après 40 ans à s'être épuisée au travail. Le reste part en impôts et en honoraires d'avocat. On demande à Maya si elle se sent vengée, si l'argent l'a aidée à se sentir mieux par rapport à ce qui lui est arrivé. Elle répond que l'argent ne lui fait rien ressentir.
Les réformes aideront peut-être quelqu'un d'autre à éviter ce qui lui est arrivé. C'est cela qui compte. Mais voici ce qu'elle ne leur dit pas. Ce qu'elle n'a dit à personne, sauf peut-être à sa mère. Elle pense encore à cette nuit. Elle sent encore parfois les menottes quand elle s'endort. Elle voit encore le visage de Barrett quand il a compris qui elle était. Elle se souvient encore de s'être tenue sur ce parking avec des marques rouges sur les poignets, en sachant que si elle avait été n'importe qui d'autre, n'importe qui sans pouvoir, sans réseau, sans badge qui compte, cela se serait terminé autrement. Peut-être qu'elle aurait passé la nuit en cellule. Peut-être qu'elle aurait un casier aujourd'hui. Peut-être qu'elle aurait perdu du temps au travail, expliquer à son patron pourquoi elle avait été arrêtée. Peut-être que cela lui aurait coûté la carrière qu'elle avait mis 15 ans à bâtir. Maya est toujours procureure fédérale, toujours en train de poursuivre les crimes majeurs, toujours en train de gagner ses dossiers. Elle a pris en charge 4 autres affaires de faute policière depuis Barrett et elle a remporté les 4. Elle est devenue la procureure que les policiers corrompus craignent et cela lui va très bien. En réalité, cela lui va plus que très bien. Elle s'est construit une réputation. Les avocats de la défense savent que quand Maya Johnson prend une affaire de faute policière, elle ne cherche pas un règlement rapide. Elle cherche à exposer des schémas, à imposer des comptes à rendre, à s'assurer que ce qui lui est arrivé n'arrive à personne d'autre. Parce que voici ce que Maya Johnson comprend et que la plupart des gens ne comprennent pas. Le système ne se répare pas tout seul. Il se protège lui-même jusqu'à ce que quelqu'un ayant assez de pouvoir force la reddition de comptes. Elle a ce pouvoir maintenant, et elle va l'utiliser à chaque occasion. Les images de la dashcam sont toujours en ligne, toujours regardées, toujours partagées. Plus de 22 millions de vues maintenant. Elles sont montrées dans les facultés de droit comme exemple de détention illégale, dans les formations policières comme exemple de biais implicites, dans les séminaires sur les droits civiques comme exemple de ce à quoi ressemble réellement le racisme systémique dans la pratique. Et chaque fois que quelqu'un les regarde, il voit un moment. 13 minutes, un seul contrôle routier. Mais ce qu'il voit vraiment, c'est un système. Un système qui a laissé Kevin Barrett effectuer 2347 contrôles routiers en 16 ans, dont 82% concernaient des automobilistes français noirs, sans jamais se demander une seule fois s'il y avait un schéma. Un système qui l'a laissé déclarer 47 fois que des véhicules étaient volés, se tromper 44 fois et ne jamais être interrogé sur le pourquoi. Un système qui a reçu 13 plaintes à son sujet et a classé les 13 comme non fondées sans enquête sérieuse. Un système qui n'a prêté attention qu'au moment où il a commis l'erreur d'arrêter quelqu'un ayant assez de pouvoir pour forcer la reddition de comptes. C'est cela, la véritable histoire. Non pas que Maya ait gagné, mais que gagner exigeait d'être une procureure fédérale avec des contacts au FBI et au DOJ. Que la justice exigeait du pouvoir. Que devient tout le monde qui n'a pas ce pouvoir? Ils sont toujours là, en train de conduire, toujours arrêtés, toujours fouillés sur la base d'intuitions fausses 91% du temps, toujours à se demander si cette fois sera celle qui détruira leur vie. Kevin Barrett est encore en prison fédérale pour l'instant. Il sortira dans quelques mois. Il ne sera plus jamais policier, mais il sortira. Les 43 personnes sur la liste de Maya, celles que Barrett a arrêtées en prétendant que leurs véhicules étaient volés alors qu'ils ne l'étaient pas, sont toujours là, elles aussi, portant encore le souvenir d'avoir été traitées comme des criminels pour le seul fait de conduire en étant français noirs, se demandant encore si la prochaine fois qu'on les arrêtera, ce sera différent. Et cela devrait vous déranger. Cela devrait vous déranger que le système ait fonctionné pour Maya parce qu'elle avait du pouvoir, mais qu'il n'ait pas fonctionné pour 43 autres personnes qui n'en avaient pas. Cela devrait vous déranger que Barrett ait opéré pendant 16 ans avec des chiffres tellement déformés qu'il était statistiquement impossible de les expliquer autrement que par un ciblage racial délibéré, et que personne ne l'ait remarqué jusqu'à ce que Maya les oblige à regarder. Cela devrait vous déranger que, là, maintenant, ce soir, quelque part en Amérique, un autre policier soit en train d'arrêter un autre automobiliste français noir
sur la base de rien d'autre que des suppositions et des biais, et que ce conducteur n'ait pas les avantages de Maya, qu'il n'ait pas son badge, qu'il n'ait pas ses relations, qu'il n'ait pas son pouvoir, qu'il n'ait que la peur, la colère, l'humiliation d'être traité comme s'il n'avait pas sa place, et que la plupart d'entre eux n'obtiendront jamais justice parce que le système n'est pas conçu pour la leur donner. Maya a gagné parce qu'elle pouvait forcer le système à faire attention, mais la plupart des gens ne le peuvent pas. Et tant qu'on ne répare pas cela, tant que la justice exige du pouvoir, rien ne change vraiment. Les réformes sont un début. La formation aidera peut-être. La supervision attrapera peut-être le prochain Barrett avant qu'il n'accumule 16 ans de violation. Mais le problème fondamental demeure. Le système se protège lui-même. Il l'a toujours fait. Et il faut quelqu'un avec un pouvoir extraordinaire pour imposer des comptes à rendre. Pensez-y la prochaine fois que vous verrez des images de dashcam d'un contrôle routier. Pensez à qui est dans la voiture. Pensez aux suppositions qui sont faites avant même que la vitre ne soit complètement baissée. Pensez à ce qui se passerait si cette personne n'avait ni badge, ni diplôme de droit, ni relation haut placée. Pensez à savoir si elle obtiendrait justice ou si elle deviendrait simplement un nom de plus sur une liste que personne ne lit jamais.